Christian Josten. Bonjour. Alors, monsieur Christian Josten, dans quelle partie de la Belgique êtes-vous allé assassiner des gens? Pour l'instant, à Brest, sur ce mois. Ah, mais vous êtes pratiquement en France. Là, moi, je serais français, je commencerais à paniquer. Non, je vais rester pour l'instant en Belgique, mais on ne sait jamais où va me guider l'envie d'aller assassiner des gens. Et alors, votre personnage principal est donc un policier, dans un polar 7 de circonstances. Et comment nous le décririez-vous? Alors, Guillaume Lavallée, qui est donc le personnage principal, c'est un policier qui arrive tout doucement en fin de carrière, qui est très amer vis-à-vis de lui-même et de la vie en général. Et c'est quelqu'un qui a fait des mauvais choix dans la vie, mais qui les assume complètement. Alors, quand vous parlez de mauvais choix, il s'agit de mauvais choix professionnels, familiaux? Non, mauvais choix parce que quand l'opportunité s'est présentée d'avoir un moment une meilleure vie, ben c'est tentant, mais vous vous dites il y a un bon coup à faire et personne ne le saura. Mais ce genre de choses finit toujours par se réveiller, par se révéler. Et puis mauvais choix de vie personnelle et autres, c'est un peu un grand ras-le-bol et une grande amertume. Ce qui fait que le personnage est à la fois très détestable parce qu'il a de mauvais réflexes pour quelqu'un, un lecteur normal, mais reste aussi très humain parce qu'il est justement rempli de ces contradictions qui font qu'il est humain. Pourtant, si j'ai bien lu le livre, quand il est arrivé dans ce coin perdu des Ardennes, il s'est rendu très populaire auprès de la population. Petit village, petite mentalité, il est de l'extérieur, il a fait ses preuves et puis après 10 ans, 15 ans, 20 ans sur place, ben, vous faites partie des meubles et c'est un policier, il représente l'ordre, il est gentil, c'est un bon voisin. Maintenant, quand vous connaissez quelqu'un, vous n'avez que l'image qu'il donne à l'extérieur ou l'image que vous faites de lui, vous ne savez pas ce qu'il y a entre les quatre murs de sa maison ou ce qui fait son quotidien. Et pour en revenir à votre personnage dans le roman ici, si je ne m'abuse, il y avait 2 commissaires de police à un endroit où il y avait une main qui sortait du sol. En fait, l'histoire en fait, de Guillaume Lavallée est là au moment où les lecteurs vont le rencontrer. En fait, c'est au moment où on va un matin découvrir un corps dans une clairière. Et ce corps, en fait, c'est l'épouse de Guillaume Lavallée. Et il l'avait caché à ses collègues, à tout le monde, en fait, que son épouse était partie depuis plusieurs jours, parce que mésentente de couple, etc. Et donc, du coup, je veux dire, ça va aussi... c'est ce dont on dit au départ qui va faire de lui le coupable idéal et surtout le suspect idéal. Ce qui est logique parce que bien souvent dans les problèmes, quand dans un couple il y en a un des deux qui meurt, c'est souvent le conjoint ou la conjointe qui est coupable. Et là où l'histoire prend une dimension autre, c'est qu'en dessous du corps de l'épouse de Guillaume Lavallée, on va trouver un autre corps qui est beaucoup plus ancien. Et on va se rendre compte dans l'histoire que ce corps a une histoire par rapport à Brest. Et surtout qu'il y a une histoire par rapport à Guillaume Lavallée. Et donc, tout le livre tient sur la relation en fait, de Guillaume Lavallée, sur son histoire en tant que flic, sur ses histoires de village. Et c'est plus, selon moi, une histoire d'homme, de ressenti, d'émotion, un peu de souvenir, un peu de sa légende, un peu comme des légendes urbaines, à part que là on est dans un milieu de forêt. Et plutôt qu'une histoire policière classique à énigme et à rebondissement, je veux dire, de course. C'est plus une histoire d'homme qu'une histoire de policière classique. Quand vous avez créé le personnage du commissaire Lavallée, est-ce que vous aviez dans l'intention de lui donner une suite après ce premier roman? Alors en fait, oui et non. En fait, le livre tenait en soi. C'était une histoire et aurait pu s'arrêter là. Maintenant, quand j'ai écrit ce livre,
mon idée a été, il faut savoir quand je l'ai écrit, j'ai envoyé le manuscrit uniquement chez Olivier Ulrich pour sa collection Noir Corbeau. Et je savais par des contacts avec notamment Francis Groff ou autres qu'en fait, quand on écrit donc, dans la collection Noir Corbeau, on doit créer un personnage qui peut vivre d'autres aventures. Et j'avais le choix en fait avec Guillaume Lavallée, parce que c'est le personnage principal du livre, mais il y avait d'autres personnages autour. Mais Guillaume Lavallée reste pour moi un personnage super attachant. Et j'avais dans l'idée déjà au moins une deuxième histoire, qui sortira d'ailleurs en fin septembre 2021. Donc je termine les corrections du manuscrit pour l'instant, donc normalement il sortira à heure et à temps. Et je veux dire, ce personnage qui aurait pu vivre qu'une seule aventure, en fait, va effectivement revenir. Et je m'amuserai à le faire revenir tant que j'ai envie de le faire vivre. Parce que c'est vraiment... c'est un personnage qui sort un peu du lot, par ses contradictions, par le même type de personnage principal. C'est pas un chevalier blanc, c'est vraiment quelqu'un qui est un peu compliqué en termes de caractère, mais je crois, pour moi, c'est ce qui le rend super attachant. En fait. Et on a le droit de savoir où la deuxième aventure de ce commissaire Lavallée va nous entraîner, ou c'est top secret? Non, alors je peux vous donner quelques très très grandes lignes, parce que je n'ai pas envie non plus de faire, pour l'instant, le manuscrit terminant ses corrections, je préfère ne pas trop en dire, mais ce qui est certain, c'est que suite au Roi de la Forêt, en fait, Guillaume Lavallée a quitté Brest sur ce mois, et on va le retrouver dans l'entité de Charleroi. Pour des raisons très clairement qui seront dans le bouquin, et donc la base de l'enquête sera sur Charleroi, effectivement, parce qu'il habite là. Et y a-t-il d'autres personnages qui vont venir jouer un rôle important auprès du commissaire Lavallée? Parce que là, il est parti tout seul. Alors, en fait, il est parti tout seul, et l'idée générale, c'est... parce que c'était une question de l'éditeur aussi, et de pas mal de retours que j'ai eu du lecteur, c'était comment j'allais pouvoir reprendre quelqu'un comme Guillaume Lavallée, puisque j'en avais fait mon personnage principal et qu'il allait devoir revenir, comment j'allais pouvoir le réintégrer dans une histoire. Donc ça, je ne vous le dirai pas. Mais je lui ai donné, entre guillemets, une seconde vie. Mais il n'a pas changé son caractère pour un sou. Et ça sera autre chose. Le deuxième sera complètement différent. Je ne peux pas en fait refaire la même histoire que le premier. Pourquoi? Parce que ceux qui auront lu Le Roi de la Forêt, ils connaîtront le personnage. Donc on se doutera bien à un moment où on connaît un peu sa vie, on sait ce qu'il a fait, donc il n'y a pas la même relation. Et je voulais permettre aux gens qui n'avaient pas lu le premier de pouvoir découvrir ce personnage avec sa dimension humaine dans le deuxième, sans forcément avoir lu le premier. Parce que et donc, on n'est pas du tout dans le même registre de polar, je veux dire, qui était ici très... c'est un polar très fermé. Il y a beaucoup de choses qui se font dans des intérieurs. L'intérieur de salle d'interrogatoire, un intérieur de maison, je veux dire, l'intérieur d'un hôtel, c'est des endroits qui sont très fermés. Je veux dire, c'est vraiment un peu comme un petit théâtre où il y a une scène qui se passe. Le deuxième, en fait, je veux justement faire autre chose. D'abord parce que j'aime pas me répéter, et parce que pour moi, je considère que j'expérimente et que je m'amuse avec les codes du polar, en changeant de registre, entre guillemets, en gardant les mêmes personnages. Je veux pouvoir amener autre chose au lecteur. Et puisque vous parlez de polar, quels sont les grands maîtres qui vous inspirent? J'ai un amour certain pour Philippe Kerr, parce que, et c'est d'ailleurs en fait, il y a les coches, j'avais déjà dit, mais
dans la famille, je veux dire, j'utilise Bernie Gunther, qui est le personnage de Philippe Kerr, comme prénom Bernard et Gunther, pour justement des personnages qui ont lien dans cette histoire. Parce que c'était ma manière de faire un clin d'œil, je veux dire, à Philippe Kerr. Maintenant, j'aime bien les polars en général nordiques. Idrid Hanson, sont des polars. J'aime bien les polars qui permettent d'avoir un côté humain et une ambiance. Pour moi, il faut un rythme d'ambiance, je veux dire, qui soit remarqué. Pas forcément caricatural, mais vraiment quelque chose où à un moment on se dit on y est. Et c'est là qui est pour moi toute la finesse d'un polar qui fonctionne pour moi en tant que lecteur. C'est un moment où je me dis, là j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose. Le héros, je suis lui, où je peux très facilement imaginer une scène avec toute l'ambiance qui est autour, je veux dire, toute la finesse du texte ou quelque chose qui fait que je m'identifie à un moment au personnage, au roman, je rentre vraiment dedans en fait. Et que pensez-vous d'une veine dans le domaine du polar maintenant très sanguinolente, avec beaucoup de détails sur les tortures, les arrachages de peau et j'en passe et des pires? Moi je peux comprendre ce genre de choses à partir du moment où ça apporte un plus à l'histoire. Pour moi, il n'y a pas de tabou. On pourrait tuer des enfants, des vieux, tout ce qu'on veut. Je pense que c'est la manière dont on le fait. S'il y a vraiment un intérêt littéraire ou un intérêt d'histoire, je veux dire, je peux comprendre à un moment qu'on fasse ce genre de choses. Si c'est juste pour le plaisir de l'hémoglobine, si c'est juste pour le plaisir d'avoir une scène de cul qui pourrait intéresser les journalistes ou un lecteur potentiel, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Et donc, je veux dire, c'est quasiment au cas par cas, mais je n'aime pas ces romans qui se basent que sur ce genre de choses, ou les romans qui se veulent purement scientifiques et qui vous démontrent expérience chimique à l'appui, pourquoi telle preuve va à l'encontre de... Je veux dire, c'est un niveau qui, pour moi, n'a pas forcément d'intérêt pour un lecteur. Je pense qu'un lecteur, il doit prendre du plaisir à lire, il n'est pas là pour prendre un cours. Et donc, c'est ça que l'ambiance joue quelquefois beaucoup plus que si vous arrivez à décrire une autopsie, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le médical. Si vous arrivez à donner l'idée de l'odeur, de l'ambiance, des lumières et autres, vous allez arriver à ce moment-là à donner le sentiment d'être présent. Vous n'avez pas besoin de donner tout le fonctionnement biologique d'un corps humain. Je pense que c'est pas ça qui forcément a un intérêt. Mais c'est plus le fait de se dire, on est dedans sans forcément avoir le cours. Je reviens un peu en arrière. Pourquoi Vresse-sur-Semois ? Vous connaissiez particulièrement bien la région ou c'est l'isolement du coin? Alors, il y a une petite histoire en fait avec ça. C'est qu'au départ, quand j'ai écrit la première version du roman, il n'y a pas de localisation. Donc, il n'y a pas de lieu en tant que tel. J'avais Vresse en tête, mais je n'avais pas donné la description. Et quand j'ai eu une discussion avec Olivier Weyrich, il a très bien compris la logique de mon texte, mais ça posait un problème parce que le lecteur a besoin de pouvoir à un moment localiser l'endroit, même s'il ne le connaît pas, mais d'avoir un nom sur quelque chose. Et donc, à ce moment-là, dans mes corrections du premier manuscrit, j'ai intégré cette localisation géographique que j'avais déjà, donc en fait, je n'ai pas changé mon texte. Il faut savoir que l'hôtel, qui s'appelle le Vivier dans l'Ouest, qui a un lieu important dans l'histoire, mon grand-père a été propriétaire pendant quelques décennies d'un hôtel à Vresse-sur-Semois qui s'appelait l'Eau Vive, d'où le Vivier dans l'Ouest. Et donc c'était le lieu dans le roman, enfin, dans mon histoire perso, donc c'était le lieu dans l'histoire, c'était là, donc Vresse, et cet hôtel se trouvait à Vresse. Donc voilà, le lien, et après quand j'ai dû nommer les choses, en fait ça ne posait pas de problème parce que j'avais juste à intégrer certaines notions, certaines
dire c'est à telle rue ou c'est à telle localité, mais c'était déjà là. Est-ce que je pourrais vous demander quel retour vous avez eu de la part des lecteurs? Alors en fait, les lecteurs, j'ai eu donc des retours, soit de lecteurs que j'ai côtoyés directement, des amis ou autres, et même s'ils sont toujours des retours intéressants, c'est toujours un peu faux, entre guillemets, parce que si vous donnez votre livre à votre mère et que vous lui demandez ce qu'elle en pense, elle va dire forcément que c'est bien parce que vous êtes son fils. Donc quand ce sont des amis, c'est à peu près aussi la même chose. On ne va pas dire non, c'est vraiment nul. J'ai eu des retours de lecteurs, des retours de critiques aussi, qui ont apprécié. Mais je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire des soirées, je veux dire, de rencontres avec des lecteurs, parce que mon livre est sorti à une époque où il y avait la pandémie, où les librairies étaient ouvertes, mais pas de possibilité d'avoir de soirées, rencontres, lecteurs, auteurs, etc. Donc, pas de salon du livre. Donc, j'ai pas eu de retour en tête à tête. J'ai eu des messages, j'ai eu des échos, mais c'est clair que j'aimerais bien avoir des retours, je veux dire, physiques, parce que quand on écrit, c'est pour le lecteur. Et donc, savoir comment lui, ce que lui en a pensé, c'est toujours intéressant. Même si les gens qui viendront vous voir auront un avis positif. Je ne vais pas me déplacer pour quelqu'un que je ne supporte pas. Donc, vous savez que c'est un peu biaisé, mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'eux ont aimé. Parce que c'est souvent des choses différentes. Et en fonction du bagage de la personne, du vécu de la personne, il y a certaines scènes qui les auront plus touchées que d'autres. Et c'est ça qui est amusant, c'est de voir justement ces différences je trouve que c'est ça qui fait le plaisir des rencontres en fait avec les personnes. Votre histoire, à l'endroit où elle se passe, est-ce qu'elle aurait pu se passer juste de l'autre côté de la frontière, du côté de Givet, puisqu'on est pratiquement dans le même genre d'endroit? Qu'est-ce qui aurait changé dans le fait qu'on passe de la Belgique à la France? Disons que pour des lieux géographiques très proches, pas forcément grand-chose en termes de paysage. Maintenant, évidemment, la logique, je vais dire, la logique policière, la hiérarchie, ce genre de choses, ça aurait changé. Je posais ma question autrement. En quoi votre commissaire Lavallée est-il typiquement belge? S'il est typiquement belge, d'après vous? En fait, c'est difficile à répondre. Il est belge parce qu'il travaille en Belgique et autres. Mais pour moi, c'est clair qu'il pourrait travailler, il aurait pu être français et travailler juste à côté. Il n'a pas de caractéristiques belgo-belges. Parce que je pense que, moi, je suis belge, je suis né en Belgique, je travaille en Belgique, mais je serais né en France, j'habiterais en France, juste à côté, ça ne changerait pas grand-chose fondamentalement, je serais comme je suis. Je pense qu'il n'a pas de caractéristiques belgo-belges. Il y a le fait est que il y a peut-être un peu ce côté beaucoup plus esprit de clocher qu'on peut avoir encore dans certains coins en Belgique, de lieux un peu fermés, un peu à l'écart, avec cette espèce de communauté que représente le village ou les villages qui sont autour. Oui, il y a la même chose en France. Oui, mais c'est ça. Mais donc, il faut simplement un lieu qui soit à l'écart, on va dire, des grandes villes. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que dans le deuxième, on est dans un milieu beaucoup plus urbain. Ça fait partie de mon amusement, j'ai écrit quelque chose qui se passe dans un coin à circuler. Ici, on sera dans un milieu beaucoup plus urbain. Et donc, je voulais tester aussi des choses avec le deuxième. Mais c'est clair qu'on pourrait remettre le cadre de l'histoire en France, en Suisse, à mon avis aussi, on pourra voir ce genre de choses. J'ai eu du mal à découvrir à quelle époque se situait cette enquête policière parce que j'avais l'impression qu'elle était intemporelle. Oui. Qu'il n'y avait pas grand-chose qui la rattachait à une époque précise. Alors en fait, ce que j'aime bien, c'est aussi de pouvoir... J'aime bien les écrits d'ambiance. Les écrits, je veux dire, qui font travailler l'imaginaire du lecteur. Quand on commence à expliquer une forêt sombre,
les arbres qui s'entrechoquent parce qu'il y a du vent. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'explications parce que l'imaginaire du lecteur va s'enclencher. Et donc on va avoir comme ça, on va se créer son propre tango, c'est le plaisir de la lecture. Et en fait, quand on réfléchit, on utilise, en fait, c'est un peu comme les imageries d'Épinal, où en fait on utilise des caractéristiques qui sont, je ne vais pas dire générales, mais on introduit, je veux dire, une généralité, même si le terme n'est pas exact, et ça va permettre d'enclencher tout un système où le lecteur va se prendre. Et c'est ça que je préfère, et de loin, avoir quelquefois des phrases qui sont beaucoup plus sibyllines, où l'ambiance prime, plutôt qu'un descriptif, je vais dire, au centimètre près d'un bureau, d'une chaise, ou d'un historique très clair. Je joue sur l'histoire parce que mes chapitres sont introduits par des dates et parce que une ambiance, c'est 1976 et 2006, en fait l'ambiance de 76 est différente de l'ambiance de 2006. Mais sur le fond, on est dans un village aussi, donc pas forcément le changement ne se fait pas aussi vite qu'à la ville, mais il y a une ambiance qui est légèrement différente effectivement, parce qu'il y a 30 ans d'écart. Et quelle est la place des femmes à part celle de cadavres? En fait, au risque de me faire assassiner par le public féminin, en fait, mon idée, pour moi, j'écris pas un texte en me disant il faut 50% d'hommes, 50% de femmes, il faut qu'il y ait telle chose. Non. J'écris une histoire comme j'ai envie de l'écrire. Alors elle peut avoir ses bons côtés, ses mauvais côtés, on peut dire qu'il n'y a pas suffisamment de femmes. Je veux dire, moi je suis pas. Cette histoire, elle existera et je l'écrirai comme ça parce que j'ai envie de l'écrire comme ça. Maintenant, quand on dit quelle est la place de la femme à part comme cadavre, il faut savoir quand même qu'il y a toute une histoire avant ce cadavre. Parce qu'en fait, le cadavre qu'on découvre en 2006, qui est l'épouse, en fait, les flashbacks de 1976, parce qu'avec l'histoire, on voit la place justement de cette épouse dans le couple, la place de toute cette histoire amoureuse. Et donc, c'est pas qu'un cadavre qu'on découvre au début. Il y a toute une histoire qui forme ce couple et elle a toute son importance. Donc, c'est clair, j'ai pas une femme, mon personnage principal n'est pas une femme, mais la place de la femme dans Le Roi de la Forêt est importante parce que justement, c'est vraiment le pendant de Guillaume Lavallée. Et donc, dans ce livre, pour moi, les femmes n'ont pas un rôle secondaire, c'est le fil conducteur en fait de tout le livre. C'est sa femme, c'est pas forcément lui, c'est sa femme parce que c'est l'objet justement de l'enquête. Un tout grand merci, un dernier mot ou... À bientôt parce qu'en septembre il y a le deuxième qui arrive, donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à ce moment-là. Mais j'y compte bien. Et surtout, bonnes vacances puisqu'on fait ça en début juillet. Je ne sais pas si tu... Mais bonnes vacances à tous et amusez-vous bien, surtout prenez le temps de lire de bons livres.